Merci pour cette invitation. Merci à ceux qui permettent que ça se fasse avec un petit cocktail et avec tout ce qu'il faut. Merci à tous ceux qui ont accepté de venir parler des soins palliatifs. Donc, les deux infirmières qui travaillent au réseau, Nathalie Vian et Marie Lefebvre. Mathieu Serrier, je le dis dans l'ordre, Mathieu Serrier qui va nous parler des soins palliatifs et de la réanimation, en fait, essayons de penser un petit peu à notre fin de vie et aux décisions que l'on pourrait avoir avant de passer en réanimation. Et puis Michel Bellec va nous faire un récapitulatif un petit peu des lois de fin de vie, étant entendu que nous, on a des choses actuellement à présenter parce que ça bouge pour les soins palliatifs en Nouvelle-Calédonie. Alors, ça bouge dans l'offre de soins d'une part, et puis d'autre part, on voudrait lancer une campagne sur si on parlait de la fin de la vie, on va vous en dire quelques mots. Et puis enfin, et c'est important, la loi Claeys-Leonetti va être complètement applicable sur le territoire. Il est important que médecins et infirmiers y participent, soit dans leur pratique hospitalière, soit à domicile. Et donc, on va en faire un récapitulatif et on va essayer de ne pas dépasser les temps qui nous sont impartis, 1h30. Donc l'offre de soins en Calédonie, je voudrais rappeler, je le dis toutes les fois, que les soins palliatifs, ce n'est pas l'équipe de soins palliatifs. Nous, finalement, on viserait à disparaître parce que tous les médecins seraient suffisamment bien formés, connaîtraient tous les infirmiers, connaîtraient suffisamment les soins palliatifs pour qu'on n'ait plus besoin de nous. Et que cette époque, qui pourrait être un compagnonnage de quelques années, puisse aboutir au fait que médecins, infirmiers, aides-soignants soient capables, soit aiment faire du soin palliatif sans avoir besoin et sans notre recours. Bien sûr, les soins palliatifs, la fin de la vie, ça fait depuis toujours, c'est à l'hôpital, c'est à domicile, on n'invente rien. Nous, on a simplement eu la possibilité de voir se créer une équipe mobile à l'hôpital en 2011. Il existait avant des lits dédiés ou plus ou moins dédiés au niveau de la clinique. C'est une formalisation et ça nous a permis, avec l'équipe mobile, de parler de formation, de pouvoir développer des actions aussi vis-à-vis du grand public. Donc, ça a permis de parler de fin de vie et de soins palliatifs. Et puis, un an après, on a créé le réseau, qui a eu véritablement la mission et qui nous a renforcés dans nos activités à la fois extérieures et dans nos activités de formation avec de l'aide ponctuelle qu'on a pu donner pour des malades à domicile. Ça a été notre petite ouverture qui n'est pas très importante qui n'a pas été très importante sur l'extérieur. Aujourd'hui, on essaie de rappeler un petit peu où se situent les soins palliatifs quand on ne parle pas du domicile. À l'hôpital, à l'hôpital de Poindimié, il y a un médecin qui s'appelle le docteur Gauthier, qui dans son unité de moyen séjour fait du soin palliatif. À l'hôpital, ils en font plus ou moins. Ils prennent les malades qui sont de la région, de Ouégoa, de Koumak ou de Poum. Le docteur Bastard, qui est à Koné, n'a pas trop la possibilité en lit de pouvoir développer les soins palliatifs, mais c'est un médecin qui est formé, et ça c'est important. Bien sûr, ma collègue Nathalie Quirin, qui n'a pas pu être là aujourd'hui, elle est un grand moteur dans les soins palliatifs gériatriques. Elle les a développés et il y a actuellement une dizaine de lits de soins, c'est bien ça, de soins palliatifs gériatriques. Au CHT, après l'équipe mobile, nous avons eu la possibilité de créer d'abord 7 et actuellement 10-11 lits de soins palliatifs. Je voudrais vous présenter, pour ceux qui ne la connaissent pas, ma collègue Angélique Aillon. Voilà. Voilà, Angélique.
Moi, vous le voyez, hein, je fais un peu comme Alfredo. Dans quelques années, je partirai en retraite. Et donc, et ça va être bientôt. Donc, Angélique assumera la relève. Elle en a toutes les capacités et toute la volonté. Actuellement, il y a une petite dame blonde qui est derrière, hein, qui s'appelle le docteur Cécile Aurillard. Cécile, tu peux. Et Cécile est un médecin qui est venu de France avec. C'est une dame généreuse parce que finalement, elle a accepté de venir ici avec le salaire uniquement de la métropole, payé par son ARS, hein, c'est ça. Et elle va venir nous aider et elle va nous permettre aussi d'aider la clinique à remplir sa mission pour les 6 lits identifiés qui doivent théoriquement être définitivement formalisés, je pense, au mois de juillet, juin-juillet. Ils ont eu l'autorisation. Ils ont eu l'autorisation, voilà. Donc Cécile... Ce midi, ah ben voilà. Donc Cécile va nous aider par sa présence à pouvoir aider cette création. Vous voyez que finalement, au niveau de l'offre hospitalière, on commence à être un peu plus musclé, hein, en ce qui concerne les soins palliatifs. Les soins palliatifs, il y en a bien sûr dans les dispensaires, au dispensaire de Bourail, hein, et puis dans les dispensaires des îles Loyauté. Ça, c'est depuis un petit moment, hein, ça n'a pas bougé. Pour aider à la coordination ville-hôpital, on essaie de s'impliquer. Et ma collègue, le docteur Quirin, a dit qu'elle assurerait l'ensemble des prises en charge, enfin l'ensemble des malades en soins palliatifs, qu'elle viendrait dans les EHPAD s'occuper des malades de soins palliatifs. En revanche, il est clair qu'elle n'a pas le temps de s'occuper des malades âgés qui sont hors EHPAD. Donc les malades âgés hors EHPAD sont des malades qui vont être pris en charge par le réseau. Je vous ai mis ici les coordonnées du réseau, 74 52 25, pour permettre de nous faire part de vos difficultés ou de vos volontés que l'on passe à domicile. Au niveau de l'hôpital, l'équipe mobile de soins palliatifs et de manière plus large, notre service oncologie soins palliatifs répond les week-ends notamment, le soir, quand on est d'astreinte, aux difficultés éventuelles que les uns et les autres peuvent avoir avec des malades de soins palliatifs. Alors, un tout petit mot, on ne va pas parler que des difficultés. Les soins palliatifs, eh bien, quand on se met sur l'échelle du territoire, c'est bien sûr la géographie. C'est aussi l'absence d'infirmiers libéraux dans de nombreuses communes, Marais, Ouvéa, Kawa, Puebo. Il y a quand même un certain nombre d'endroits où c'est compliqué de faire du soin palliatif. Il y a aussi des endroits où l'agrément est fait uniquement par la CAFAT et pas par les aides médicales. Je pense à Kawa, 2000 habitants, 1000 habitants à médical A, 1000 habitants qui dépendent de la CAFAT. L'infirmier est uniquement agréé avec la CAFAT et au coup par coup, l'aide médicale donne la possibilité de voir des malades à condition de ne pas dépasser 5-6 malades, ce qui rend quand même très complexe la prise en charge de ces malades au quotidien. L'absence d'HAD, alors effectivement, je crois qu'il faut qu'on en parle, les sociétés de services, les prestataires qui sont là aujourd'hui nous rendent des services qui sont fondamentaux, ils sont disponibles, ils sont présents rapidement, ils assument un suivi régulier des patients. N'empêche qu'entre les accords, entre la répétition la longueur à écrire des ordonnances, la répétition de ces ordonnances, ça peut être un petit peu compliqué, d'autant plus que certains médicaments, qu'on a listés là, mais le scopoderme, l'analoxone, tous ces médicaments-là ne sont pas remboursés et rendent un peu difficile. On a un malade
qui a des pertes de potassium considérables, qui a besoin de 9 grammes de potassium tous les jours à Puebo. La seule solution qu'on a, c'est de piquer le potassium à l'hôpital. Il n'y a pas de représentant de l'hôpital parce que ça coûte trop cher, le malade ne peut pas l'assumer. Enfin, cette absence d'HAD, pour un certain nombre de malades, pose des problèmes. Et puis, la dernière chose, absence de médecins et d'IDE formés aux soins palliatifs. S'il y a peut-être un tout petit peu plus d'infirmiers formés encore, je pense que ça ne dépasse pas les 5, eh bien, les médecins, actuellement, médecins formés aux soins palliatifs, on est en tout et pour tout 4 sur le territoire. Ce n'est pas beaucoup, ça ne nous permet pas d'assumer nos missions, notamment, et de pouvoir assumer les missions au niveau du réseau. Alors les bonheurs, quand même, et qu'on le dise, parce qu'on ne va pas parler toujours que des difficultés. Je pense qu'on est un petit territoire, on se connaît bien. Il a beau y avoir du turnover avec les médecins des dispensaires, on arrive à travailler, la majorité des gens sont de bonne volonté, essayent surtout dans le soin palliatif, de bien faire, de répondre à la volonté des patients, et on a vraiment l'impression de créer quelque chose tous ensemble. Là, je pense que la qualité des soins à domicile n'a rien à redire. Et sachez aussi que les infirmières libérales se sont formées, les infirmiers libéraux se sont formés au cours de l'année 2017. Et on a formé une centaine d'infirmiers libéraux aux soins palliatifs. Ils sont venus sur 2 jours de formation statutaire et ça a été un petit peu extraordinaire. On aimerait bien pouvoir faire la même chose avec les médecins et on va en reparler à la fin. Voilà, donc je vous présente mes collègues du réseau soins palliatifs. Le réseau soins palliatifs, on l'a vu, est créé depuis 2012, mais ce réseau n'était pas étayé et nous avons eu une subvention de la DAS. Michel a beaucoup travaillé pour qu'on puisse l'avoir. Oui, mais du gouvernement. De la Nouvelle-Calédonie, qui nous a permis de recruter un temps plein d'infirmiers et j'espère que ça va nous permettre d'améliorer nos soins, notre qualité à l'avenir. Voilà. Bonjour à tous. Donc, je me présente, Nathalie Vian. Beaucoup me connaissaient en tant qu'infirmière libérale. Maintenant, je suis infirmière du réseau soins palliatifs avec ma collègue Marie Lefay. Qui sommes-nous? L'association du réseau soins palliatifs a comme présidente Chantal Barbe, que vous avez vu. Et puis comme président adjoint, Pierre-Louis Algarès, qui est en train de se cacher là. Voilà. Tu fais un petit coucou. Voilà. La secrétaire, c'est Stéphanie Aurin, qui est là aussi, qui fait un petit coucou. Donc, et la secrétaire adjointe, c'est Béatrice Reversé. Trésorière Sandra Martineau, qui n'est pas avec nous ce soir. Et nous deux, donc les coordinatrices en soins palliatifs. Donc je vais vous expliquer un peu ce que c'est d'être coordinatrice en soins palliatifs. En tout cas, nos objectifs sont le maintien à domicile des personnes qui veulent rester à domicile. Qu'on soit bien clair, il faut que ça soit une demande de la personne parce que tout le monde ne veut pas mourir chez lui. Mais ceux qui veulent mourir, on va leur donner la possibilité de mourir chez eux et avec leur famille. Coordination des intervenants, donc on sera vraiment au milieu des intervenants, entre pour les établissements, l'hôpital, la clinique et Nouville, le CHS. Reviens, ouais, s'il te plaît. L'écoute et soutien du patient, ça c'est beaucoup de paroles, beaucoup d'empathie. Soutien de la famille et puis appui aux soignants. Donc maintenant, on va revenir sur chaque sujet. Donc le maintien à domicile, nous allons à domicile. Nous évaluons les besoins à domicile. Donc on y va avant. On voit le malade dans son établissement et on va à son domicile avant qu'il sorte pour savoir quels seront ses besoins.
Et là, on est très aidé avec les prestataires de services, CEPRODOM, Pacific Care, Santé Confort, qui nous aident et qui nous amènent une aide vraiment substantielle pour apporter les choses en temps et en heure. On y va au domicile pendant, donc on va aller voir la personne régulièrement. Et à distance, ça c'est ce qu'on aimerait faire, c'est-à-dire après le décès, revenir, parce qu'en libéral, on le fait souvent, on revient un mois après, ça fait du bien à la famille. Pour l'instant, on n'a pas réussi, on est débordé, mais on va y arriver. On va y arriver, c'est sûr. Donc on évalue les besoins, on élabore un projet de soins, on trouve des solutions pour optimiser la vie au domicile. La coordination des intervenants, c'est assurer la prise en charge logistique entre l'hôpital, clinique, CHS, dispensaire, médecins, infirmiers libéraux et prestataires de services. Il faut savoir que les prestataires de services peuvent nous appeler en disant voilà, nous on a quelqu'un qui devrait relever du soin palliatif mais qui n'a pas relevé et nous on va y aller. Et on a des infirmiers libéraux qui nous appellent aussi en nous disant il faudrait peut-être aller voir monsieur machin qui va pas bien et qui devrait relever du soin palliatif, et on va le voir. Donc on n'est pas que pour les grosses structures, on est pour ceux qui ont besoin de nous, en fait. Voilà. Écoute et soutien du patient. Alors apporter un soutien, un accompagnement du patient, l'aide au processus du fin de vie. Proposition d'un soutien par la psychologue Marlène qui est à l'hôpital, et si vraiment il y a besoin, on peut proposer des soutiens. Soutien de l'entourage avec la mise en place d'un groupe de parole de personnes endeuillées et des outils pour aider à apporter un soutien et un accompagnement aux patients. Donc le groupe de parole de personnes endeuillées, c'est Marlène qui le tient, et une fois par mois, elle reçoit les familles des personnes qui ont perdu un être cher, et ensemble, ils parlent de choses, et ça aide beaucoup. Et l'appui des soignants, c'est pour la réalisation de formations. Donc Chantal vous a dit qu'il y avait eu beaucoup d'infirmiers formés. Et il en reste encore à former, donc, et surtout peut-être dans le nord, dans les îles, si on peut le faire. Organisation de conférences, une présence téléphonique, donc on est toujours à l'écoute. Visite au domicile des patients, et apport d'outils pour aider le professionnel à la prise en charge du patient. Donc les infirmiers, s'ils ont besoin de quelque chose, s'ils ont besoin d'aide, on est là aussi, ou même les médecins libéraux, ils peuvent nous appeler et on peut les mettre en contact en fait avec les personnes qu'il faut, avec Chantal s'il faut faire des choses, avec Dr Drovetti à la clinique ou Nathalie Quirin au CHS. Voilà. J'espère que j'ai été claire. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention. Il est où le truc ? Juste un petit mot pour dire qu'on ne prend pas la place, le réseau ne se met pas à la place du médecin, ne se met pas à la place de l'infirmier. On est tous là pour, tout le réseau, tout comme nous à l'hôpital, on est là pour venir en aide sur la base de ce qu'on appelle entre guillemets le compagnonnage, c'est-à-dire aider quelqu'un, aider les soignants, mais surtout pas se mettre à la place d'eux. On peut aider sur un soin technique, sur des difficultés, mais pas se mettre à la place de l'infirmier ou du médecin. Donc, maintenant, on va passer à notre deuxième point, c'est la fin de vie, si on en parlait. Si on regarde les lois de fin de vie, les lois de fin de vie donnent aux malades la possibilité d'exprimer ses souhaits relatifs à la poursuite ou à l'arrêt d'un traitement, et notamment par la rédaction
de directives anticipées ou par la désignation de personnes de confiance. Donc, refus de poursuivre un traitement au titre de l'obstination déraisonnable, c'est présent depuis 2005 et ça peut se mettre par écrit. En 2016, la loi Claeys-Leonetti passe un cap au-dessus et donne aux patients la possibilité d'échapper à la douleur de la fin de la vie, surtout dans le cadre de douleurs, soit physiques, soit existentielles importantes, et la possibilité donc de demander une sédation profonde et continue. On va y revenir. Mais donc, combien y a-t-il de personnes qui expriment leur volonté sur la fin de la vie ? En fait, on se rend compte que très peu. Là, c'est un sondage qui a été fait pour le Centre national des soins palliatifs et de la fin de vie, qui a été fait en janvier 2018, et qui montre, et c'est déjà pas mal, que maintenant 11% des personnes interrogées dans ce sondage ont rédigé des directives anticipées, et quelque chose de très étonnant, qu'il y a 14% chez les plus de 75 ans. C'est dire que cela avance, mais qu'il y a beaucoup de réticence chez nos contemporains pour exprimer leur volonté, pour les écrire. Il faut savoir aussi, vous voyez, qu'on a de plus en plus aussi de médecins qui connaissent les lois de fin de vie. En 2016, 40%, 2 ans après, 2 ans après, c'est plus du double de médecins qui connaissent les lois de fin de vie. Donc c'est quelque chose qui commence à être de mieux en mieux connu et accepté dans notre société. Le Centre national de soins palliatifs a développé ses actions et notamment cette campagne d'affiches. Et je trouve qu'elle est bien, elle nous montre bien ce qui est pour nous la fin de la vie. C'est quelque chose qu'on a envie d'ignorer. C'est pour la plupart de nos contemporains quelque chose qui est difficile à admettre. Donc sur ce modèle ici, on a tenté de faire une affiche qui soit, elle est là notre affiche, qui soit une affiche calédonienne. Et cette affiche, on souhaite que vous, les médecins qui êtes les mieux placés pour en parler, vous puissiez mettre ces affiches dans la salle d'attente de vos cabinets. Donc aujourd'hui, vous allez repartir, pour ceux qui le veulent, avec des affiches à mettre en place dans les cabinets de médecine générale. Je pense que les infirmières du réseau prendront le temps de venir d'aller dans les différents cabinets médicaux pour en parler et essayer qu'on puisse en parler de cette manière-là. Les directives anticipées, on sait très bien que les patients, et vous-même les médecins, vous savez que les patients ont beaucoup de mal à les écrire. Donc c'est déjà un premier pas tout doux finalement. Les gens le voient en attendant votre consultation et peut-être que c'est le moyen de pouvoir entrer en dialogue sur ce que ce patient souhaite pour la fin de leur vie. Voilà, maintenant on va passer à mon collègue. Il marche un peu. Merci beaucoup de m'avoir invité à parler ce soir de la fin de vie. Je suis toujours content de parler avec Chantal de ce sujet qui est difficile, mais on se retrouve à chaque fois et c'est avec beaucoup de plaisir. Moi, l'objectif de la présentation ce soir, c'est de vous convaincre pourquoi c'est important de parler avec des patients du risque, de comment ils envisagent leur fin de vie ou en tout cas la survenue d'un événement aigu qui, on le sait, survient dans les maladies chroniques et peut amener les patients en réanimation. Au début, je voulais vous raconter une histoire et en fait, j'ai trouvé un extrait de film que vous avez peut-être vu, ce film, si ça veut. Ça marche. Ouais, qu'est-ce qu'il y a encore ? Putain, bordel, mais pas la réa. J'arrive. Voilà. Ne ça va pas. On a combien de ça? On va sauver cette petite dame. Enfin, ça passe? Ça passe? Ça passe. Ouais.
pas la réanimer. Elle a 88 ans, elle est métastasée, elle est grabataire. Bonjour. C'est pour la terre, tu t'occupes d'elle? Combien? Il faut arrêter là, ça n'a aucun sens. Trop tard, laisse on va la monter en l'air. Alors, Le syndicat exécution? ouais. Stéphane, tu t'occupes bien de la sonde. On veut prévenir là-haut qu'on prépare son poste. Vous êtes complètement con, ma parole. Viens avec moi. C'est quoi ton problème? On nous a appelé avec un arrêt cardiaque qu'on a réanimé. Maintenant, on la monte en réa, si t'es pas d'accord, tu peux la garder. C'est comme ça? Lâche-moi. Tu te calmes, hein. La réciter, ça sert à rien. Lire un dossier avant de réanimer comme une brute, ça sert à quelque chose? Tu vas avoir des problèmes, toi. C'est toi le problème. Voilà. Donc, dans cet extrait-là, donc on a une dame de 88 ans qui a exprimé clairement qu'elle ne voulait pas de réanimation si un événement aigu arrive. Elle fait un arrêt cardiaque, l'infirmière appelle la réanimation qui arrive, qui voit un arrêt cardiaque, donc qui réanime la dame, et puis ça marche, ils sont contents. En fait, ça c'est le film. Dans la vraie vie, les choses sont pas mal différentes, en tout cas dans mon expérience, et je vais essayer de vous montrer pourquoi elles sont différentes et comment on peut changer les choses. Dans la vie, une unité de réanimation, c'est comme ça. On est capable de faire plein de suppléances d'organes, suppléer le poumon, suppléer le rein, faire de la surveillance, alimenter les patients. Et depuis la semaine dernière, au CHT, on a des machines qui sont capables de même générer un débit cardiaque. Donc vraiment, on est capable chez des patients qui ont de multiples défaillances, de les tenir en vie longtemps. La seule chose qu'on n'arrive pas à faire chez ces patients qui sont en réanimation, c'est pouvoir discuter avec eux, parce qu'ils sont intubés, ventilés. Même ceux qui ne sont pas intubés, ventilés, généralement, ils sont dans des états tellement graves qu'un recueil éclairé, un consentement éclairé est difficile à obtenir en réanimation. Pourtant, on a eu plein de succès. Vous voyez, c'est la mortalité depuis 1999 à 2013 en réanimation et le retour à domicile. La réanimation, c'est quelque chose qui marche bien, qui progresse, avec lequel on a des bons résultats et on est clairement victime de notre succès parce que la nuit de garde, quand on est dans cette situation-là, on a nos collègues qui nous appellent en nous disant ben voilà, on a ce patient-là qui a 82 ans, qui a une maladie respiratoire avancée, qui a un cancer avancé, et là qui fait une détresse respiratoire. Et finalement, on aimerait bien qu'il passe un petit cap. Alors, il y a un petit peu cette métaphore maritime là, qui revient souvent. C'est marrant, comme les phrases peuvent revenir des fois. Et c'est celle-là. C'est on va passer un cap et puis après, ça va aller bien. Puis on reposera tout ça clairement. On en reparlera tranquillement. En fait, la réanimation, ce qu'on leur dit le soir au téléphone, c'est que c'est jamais un cap. En fait, c'est une étape dans une maladie qui va déboucher sur des conséquences. La réanimation en elle-même va entraîner une perte des capacités fonctionnelles des patients. Les patients vont marcher moins bien. Ceux qui sont passés en réanimation vont avoir une reprise du travail qui ne va pas être, dans tous les cas, à 1 an, seulement 50% des gens reprennent du travail. Ceux qui passent en réa vont avoir des séquelles psychologiques qui vont être importantes. On note des syndromes d'anxiété, des syndromes dépressifs, des stress post-traumatiques en réanimation. Et il y a une perte d'autonomie importante en réanimation. Et clairement, les gens qui ont déjà une perte d'autonomie avant de rentrer en réanimation vont sortir de réanimation encore moins autonomes qu'ils ne l'étaient avant. Ça, c'est pour la partie médicale. Quand on s'interroge au vécu des patients en réanimation, il n'y a pas beaucoup de récits. Il y a quelques livres. Et dernièrement, il y a un auteur qui s'appelle Mathieu Blanchin qui a écrit une bande dessinée sur son séjour en réanimation. C'est un patient qui a été victime d'une agression cérébrale aiguë et qui explique en fait tout son vécu dans cette bande dessinée de son hospitalisation en réanimation. Et on voit que le vécu en réanimation des patients est extrêmement difficile. Les patients ont un vécu douloureux de leur séjour en réanimation, même si on essaye de faire tous les efforts possibles pour que ce ne soit pas le cas et qu'ils le vivent bien. Clairement, c'est pour eux une épreuve. Il n'y a pas que les patients qui souffrent en réa, il y a les proches qui souffrent en réa et on note notamment plein de dépressions, de qualité de vie altérée, de maladies psychologiques chez les proches des patients qui sont hospitalisés en réanimation au moment de l'hospitalisation, mais aussi à distance.
On a pourtant toutes ces propositions qui viennent et clairement maintenant une grande partie des patients vont être orientés au moment d'une décompensation aiguë vers l'hôpital et dans un service hospitalier quand ils font une décompensation aiguë, ils vont être orientés vers la réanimation et on voit qu'il y a eu un changement en fait des lieux de décès et par rapport aux années 75, la plupart des décès se font dans les établissements hospitaliers et de plus en plus les décès se font dans les unités de réanimation. Comment ils se font ces décès dans les unités de réanimation alors que je vous ai dit au début qu'on était capable finalement de tenir des patients avec une détresse respiratoire, une dysfonction cardiaque, une dysfonction rénale? Eh bien, ils se font parce qu'à un moment, on fait une limitation thérapeutique. C'est-à-dire qu'on se dit que ce qu'on est en train de faire, c'est pas bénéfique pour le patient, qui va avoir trop de conséquences fonctionnelles après, qui va pas retrouver son autonomie, que ça va être dans tous les cas une hospitalisation qui va peut-être être longue pour jamais sortir de l'hôpital, mourir en réanimation ou mourir à l'hôpital. Et à un moment, on prend la décision d'arrêter les traitements. On prend cette décision pour 2 raisons, parce que, comme je vous le disais, on pense que ce n'est pas raisonnable médicalement de continuer. L'obstination déraisonnable, vous le savez, est légalement proscrit. Et parce que ce n'est pas raisonnable pour le patient de continuer, c'est-à-dire que on se dit, le patient, finalement, ce n'est pas la vie qu'il aurait voulu. Il n'aurait pas voulu être avec une trachéo, marcher dans un fauteuil roulant, et ce n'est pas la vie qu'il aurait voulu avoir. Mais tout ça, c'est extrêmement difficile de le savoir, c'est extrêmement difficile de connaître la volonté d'un patient, parce que ce patient, au moment de cet événement aigu, eh ben, il est intubé, ventilé, et il ne peut pas exprimer son consentement. Donc c'est important de discuter de la réanimation avant la réanimation parce que c'est un événement aigu et parce qu'il ne peut pas exprimer ses volontés. Il y a quelques cas de patients qui expriment bien leur volonté. Ça, c'est un cas clinique du New England où ils ont accueilli un patient en détresse respiratoire aiguë dans leur hôpital avec marqué « ne pas réanimer ». Ici, ce qui a été flouté, en fait, c'est sa signature. Donc, c'était vraiment quelqu'un qui avait mis ça. Ils ne savaient pas vraiment quoi faire sur ce patient-là, qui nécessitait d'être intubé, ventilé. Ils ont appelé le comité éthique de l'hôpital, qui leur a dit non, on pense que c'est quand même des directives anticipées. Et finalement, le temps que tout ça se mette en route et qu'ils arrêtent le support ventilatoire, il avait effectivement rédigé des directives anticipées. Mais la plupart des patients, ils n'ont pas ce tatouage-là, et la plupart des patients, on ne sait pas ce qu'ils veulent. Et quand on regarde sur nos décisions de fin de vie, qui concernent 23% des patients, et ben seulement 20% des patients, seulement 23% des patients ont leur volonté connue. Et la plupart du temps, leur volonté connue, elle est connue à travers leurs proches. Et très peu, finalement, se sont exprimés sur le fait d'une hospitalisation aiguë en réanimation, et ça n'avait jamais été abordé avant. Donc, comment recueillir le consentement d'un patient en traitement ou à l'arrêt des traitements avant qu'il soit hospitalisé en réanimation? Ce que dit la loi, je vais aller très vite parce que Michel va repasser dessus après. Il y a 2 cas de figure. La loi, en fait, c'était quelque chose de finalement assez simple là-dessus. C'est soit on demande au patient avant qu'il soit hospitalisé en réanimation, soit quand il est hospitalisé en réanimation et qu'il ne peut pas exprimer sa volonté, on demande à la personne de confiance. La personne de confiance, dans un premier temps, c'est elle qui sera le porte-parole du patient si jamais il ne peut pas exprimer ses volontés. C'est une très bonne chose. Le problème de la personne de confiance, c'est que les proches, quand on les associe aux décisions de fin de vie, eh ben, ça génère beaucoup de souffrance pour eux. C'est lié au syndrome dépressif et à la souffrance des proches dont je vous parlais tout à l'heure. Puis il y a autre chose qui est encore plus important, c'est que dans cette étude, on s'aperçoit que quand on a demandé aux proches ce qu'ils voulaient pour un patient hospitalisé en réanimation et ce qu'ils voulaient, est-ce que, à leur avis, leurs proches voulaient avoir un massage cardiaque, des antibiotiques, une réanimation agressive, et bien dans un tiers des cas, ils se sont trompés. C'est-à-dire dans cette étude, les patients finalement sont sortis de réanimation et ont exprimé leur propre volonté, qui était dans un tiers des cas différente de celle des proches. Donc même avec une personne de confiance, elle se trompe quand même dans 30% des cas, c'est important. L'expression des directives anticipées, finalement, ça paraît la solution la plus adaptée, c'est-à-dire on a un patient hospitalisé en réanimation et on a un papier qui nous dit clairement, il en a parlé avec vous, avec d'autres médecins avant, et de cette hospitalisation en réanimation, il dit « moi, j'aurais souhaité effectivement que si jamais j'ai une détresse respiratoire aiguë, on me prenne en charge, mais franchement, être dialysé et vivre avec une dialyse à vie, je veux pas le faire ».
C'est quelque chose qui n'est pas très nouveau, hein, parce que là, vous voyez dans ce tableau, c'est le suicide de Syphilis. Elle avait déjà rédigé ses directives anticipées dans sa main droite, donc ce n'est pas quelque chose de très nouveau. Et d'ailleurs, aux États-Unis, ça fait maintenant une trentaine d'années qu'ils font des directives anticipées. Et Chantal nous rappelait tout à l'heure que dans la population générale, c'était 11%. Aux États-Unis, dans les populations particulières, par exemple les patients qui ont des maladies neurologiques, ils ont été suffisamment abordés avant par les médecins généralistes, par les médecins spécialistes, qui finalement leur ont expliqué les risques d'une hospitalisation en réa, les contraintes d'une hospitalisation en réa. Et finalement, 60% dans cette population particulière a rédigé des directives anticipées. La Société de réanimation de langue française, l'année dernière, ou il y a 2 ans, avait fait un formulaire qui est un peu plus complet que celui de l'HAS, qui est un peu plus dirigé vers la réanimation. Alors, le problème d'un questionnaire, c'est toujours pareil, c'est-à-dire que cocher des cases, c'est compliqué. On ne peut pas donner ça à un patient en lui demandant allez-y, cochez les cases, est-ce que vous voulez être paralysé d'un côté, ça vous irait? Non, de tout le corps, de la moitié du corps, etc. Le but, c'est pas ça. Le but, c'est finalement d'aller auprès des patients et puis avec ça, qui représente quand même les risques d'un séjour en hospitalisation, dire vous, comment vous voyez les choses, qu'est-ce que vous aurez souhaité, même si finalement ça aboutit à finalement, je ne sais pas, finalement c'est compliqué parce que c'est compliqué et on ne sait pas toujours, mais au moins si la réflexion a été entamée, nous ça nous permet de récupérer des éléments au moment de cette décompensation aiguë et puis d'essayer de les adapter en fonction de la situation médicale à ce que voudraient être les volontés du patient. Seulement 1,3% des directives anticipées, nous, dans les services de réa, dans cette étude qui date de 2016, je crois, donc c'est un peu moins que ce qui existe dans la population générale. C'est probablement que les choses sont en train de progresser. Comment ça s'est passé aux États-Unis pour qu'ils passent d'un taux qui était extrêmement faible, qui était le nôtre il y a 30 ans, au taux que je vous ai montré tout à l'heure? Il y a eu un changement culturel dans la société, mais il y a eu surtout un meilleur ciblage de la population, et c'est ça que je voudrais vous faire passer comme message ce soir, c'est finalement à quel patient et à quel moment proposer la rédaction de directives anticipées. La loi, elle dit que toute personne majeure peut rédiger ses directives anticipées. Mais Chantal, elle vous l'a dit, moi, je n'ai pas rédigé mes directives anticipées. Je trouve que c'est... Toi, oui, et on n'a pas le même âge. Parce que c'est compliqué quand on est dans la vie, quand on n'a pas de maladie chronique, de se dire qu'est-ce que je souhaiterais si jamais je suis hospitalisé en réanimation. On n'a pas envie de parler de ça, c'est compliqué d'en parler. Moi, je trouve que c'est compliqué pour moi d'en parler, donc vraiment, c'est quelque chose que je comprends bien chez les gens. Le deuxième écueil pour lequel les directives anticipées sont pas parfaites, c'est que c'est difficile, même quand on a une maladie chronique, même quand on peut voir une hospitalisation aiguë, on a du mal à savoir exactement ce qu'on veut. L'exemple classique, c'est la trachéotomie chez les insuffisants respiratoires chroniques. C'est un exemple qu'on donne sans arrêt. C'est-à-dire que les patients disent « moi, je ne veux pas de trachéotomie. J'ai une ventilation le soir à domicile. Si jamais vraiment je me dégrade, je ne veux pas une trachéotomie. » Et finalement, quand on se retrouve en réanimation, que le patient il est très dyspnéique et qu'on lui dit « on va être obligé de vous intuber, par contre, si on vous intube, ça va être compliqué. On a l'impression que vous aurez besoin d'une trachéotomie. » C'est rare les gens qui disent à ce moment-là, ben non, finalement, moi j'avais toujours dit que j'en voulais pas. Parce que finalement, on a du mal à savoir quelle va être notre vie avec une trachéotomie. Et l'étude qui est sans arrêt citée, c'est celle-là, c'est celle du Locking Syndrome. Vous l'avez peut-être entendu parler. C'est une étude qui est française, qui a été analysée par des Belges, par l'université en Belgique, et où on a les 2/3 des patients qui ont un Locking Syndrome, qui est le pire du pire. Hein. C'est une capacité de communiquer seulement avec des mouvements oculaires. Et bien 60% de ces gens-là, ils disent accepter leur état, être heureux dans leur état et ne pas vouloir mourir. Alors que nous, quand on a des Locking Syndrome qui arrivent en réanimation, les neurologues, qui sont pourtant des gens qui sont, je trouve, jusqu'au boutiste, il n'y a pas de neurologue, et qui sont pourtant des gens qui vont souvent très loin dans la demande de soins. Sur les Locking Syndrome, ils nous disent c'est l'horreur, il faut arrêter. C'est pourtant pas le vécu des patients. Donc c'est très compliqué d'imaginer une situation alors qu'on n'est pas dedans. Cependant, je pense qu'on a quand même vraiment à gagner sur les personnes qui ont un risque élevé d'être hospitalisées en réanimation à court et à moyen terme. Les 2 choses à faire, c'est les identifier et parler de la fin de vie avec eux.
Les identifier, en fait, on les connaît, ceux qui vont être hospitalisés en réanimation à la suite d'un événement aigu, et pour qui on va se poser ces questions de soins palliatifs. C'est les patients qui ont un âge très avancé, qui ont une limitation de leur autonomie très importante, qui ont un cancer en stade avancé ou terminal et qui n'ont pas de stratégie curative. Et ces patients-là, c'est clairement les patients de soins palliatifs à qui il faut proposer une prise en charge de soins palliatifs globale qui implique le traitement de la douleur, l'amélioration des symptômes, tout ce que vous avez dit tout à l'heure, mais également leur parler de l'événement aigu et de l'hospitalisation en réanimation. Pour identifier ces patients, il faut leur en parler tôt, c'est pour ça cette diapo, pardon. Pour identifier ces patients, il y a l'HAS donne une échelle qui est, enfin un outil qui est très pratique, qui se décline de deux façons. Il y a des indicateurs généraux de l'aggravation de l'état de santé. C'est des choses qui sont finalement assez évidentes, des hospitalisations non programmées, des pertes de points importantes. Donc on prend un de ces indicateurs généraux de l'aggravation de l'état de santé et qu'on couple avec une de ces maladies avancées, une maladie cardiaque avancée, une maladie rénale, une maladie du foie, une maladie respiratoire. Finalement, on peut se servir de cet outil, mais c'est quelque chose qui est presque logique. C'est qu'on a un patient qui a une maladie sévère, qu'elle soit rénale, respiratoire, cardiaque, etc., avec la survenue d'événements dans l'année, il perd du poids, il se déplace moins, il va plus à l'hôpital. Et bien ce patient, clairement, on sait que dans l'année, il va probablement présenter un événement aigu pour lequel on va se poser la question d'une hospitalisation dans une unité de soins aigus, comme l'unité de réanimation. Et probablement que ce patient-là, on gagnerait à lui parler de la fin de vie, parce que nous, en réanimation, on va se poser la question et on ne pourra plus parler avec lui. Juste cette diapo, puis j'ai fini, pour vous dire que nous, on est disponible pour ça. Alors, je sais que des fois, avec les médecins généralistes, et vraiment, on s'en excuse parce qu'on pense que la communication, c'est important. C'est des fois difficile de nous joindre dans l'unité de réanimation. Je ne sais pas si vous avez ça, c'est souvent les retours qu'on a des médecins de ville. Mais pour ça, on reste, et pour le reste d'ailleurs aussi, on reste vraiment disponible pour discuter justement de ces prises en charge en réanimation avant d'être en réanimation, de vous dire ce qu'on peut apporter à un patient, ce qu'on ne peut pas lui apporter, ce qu'on pense qu'il va être délétère pour lui si jamais il vient en réanimation. Ben voilà, je crois que je vous remercie, j'ai fini, c'est la diapo de conclusion. Les traitements en réanimation entraînent des séquelles sur le bien-vivre des patients. En réanimation, les patients ne peuvent pas exprimer leur volonté. Une discussion en amont de l'hospitalisation en réanimation permet le respect de l'autonomie du patient et vous avez cette feuille de directive anticipée. Et je vous dis juste un truc à la fin, c'est qu'on organise des journées médicales en 2020, on l'avait fait en 2018 et on cherche des gens pour s'impliquer avec nous dans le programme et participer avec ça. Si vous êtes intéressés, nous on est intéressés par avoir des médecins de tout horizon. Donc venez des médecins, d'ailleurs pas que des médecins, des soignants de tout horizon, venez avec nous pour travailler à ce programme de 2020. Voilà, je vous remercie. Après. Juste un petit mot pour revenir sur la fin de vie. Et si on en parlait, la maladie d'Alzheimer, par exemple, à quel moment faut-il parler avec un patient de l'évolution de sa maladie, de comment il faut qu'il aménage son domicile, d'où il veut véritablement passer la fin de sa vie, qui est le tuteur, veut-il choisir ? En fait, toutes ces questions, là, on n'est pas dans la réanimation, on est dans la vie de tous les jours, dans la vie d'un médecin généraliste, dans la vie de véritablement d'un patient. Et il faut qu'on l'aide et qu'on pense précocement à lui demander des choses auxquelles il ne pourra plus répondre quand il sera encore là éventuellement pendant plusieurs années et qu'il ne pourra pas le faire. Est-ce que si vous avez déjà une maladie très évoluée, vous souhaitez qu'on vous mette un pacemaker ? Le pacemaker, c'est exactement la même chose que ce qui s'est passé pour la dame dans le petit bout de film. Le malade, il arrive dans un service de cardio, on sait mettre les pacemakers, il a l'obligation d'en avoir un, l'obligation médicale, mais est-ce que son état général ne contre-indique-t-il pas le fait de poser ce pacemaker? Donc toutes ces questions-là sont importantes et il faut pouvoir en discuter
très en amont. Alors je sais bien que ça prend beaucoup de temps, je sais bien que c'est compliqué. Et je reviens là donc sur les formulaires de directive anticipée de la réanimation. Je ne sais pas pourquoi ils ont appelé ça directive anticipée, parce qu'en fait les Américains ils appellent ça Advanced Care Planning. Et c'est vrai que c'est un peu plus ça, puisque d'un certain côté on a effectivement tout ce qui est directive anticipée sur la partie qui est la plus à droite là-bas, mais on a aussi tout ce qui est qu'est-ce que moi je supporte pour la fin de ma vie. Tout ça, c'est extrêmement important. C'est moins contraignant obligatoirement que de dire je veux ou je veux pas de la dialyse. Et c'est une amorce de discours et de discussion qu'on peut avoir avec un patient. Vous allez avoir, on va vous en distribuer un exemplaire, vous pourrez les photocopier, vous pouvez les trouver sur Internet comme on l'a fait. C'est important. Pour nous, je pense qu'on va essayer d'en faire un outil adapté à la Calédonie et qui puisse nous permettre d'entrer en lien avec nos patients. Donc maintenant, on va passer sur la troisième partie, qui est la loi Claeys-Leonetti, son application sur le territoire. Et donc, on va demander au docteur Bellec, à Michel, de bien vouloir nous en parler. Voilà, donc je vais vous rappeler, certaines choses ont déjà été dites, donc je vais essayer d'aller relativement rapidement sur les aspects théoriques de la loi. C'est pas hyper passionnant, c'est un petit peu mon boulot au niveau de l'ADAS, mais c'est pas ce qui vous intéresse, je pense, le plus. Par contre, ce que l'on en a fait ici, c'est-à-dire que on va vous raconter un petit peu l'historique de l'élaboration de ces lois-là. Et ce que l'on en a fait ici, il nous reste des choses à faire au niveau local, même si, on va le voir tout à l'heure, c'est une compétence particulièrement de l'État. L'État est encore compétent. Conformément à la loi organique, l'État reste compétent dans certains domaines du droit, notamment pour tout ce qui touche à la garantie des libertés individuelles. Donc là, on est carrément dans ce champ-là. Et la Calédonie, comme vous le savez, est compétente en matière d'organisation des soins. Donc tout ce qui concerne la bioéthique, pour faire générique, est à cheval entre la compétence de l'État au titre de sa compétence de garantie des libertés individuelles et la compétence de la Nouvelle-Calédonie en matière de soins. Donc à chaque fois qu'on parle de bioéthique, on s'interroge. Certains, d'ailleurs, sont relativement mécontents que les lois de l'État soient applicables telles quelles. Il y a une possibilité quand même d'adaptation des lois de l'État. On va le voir tout de suite, si j'arrive à trouver. Voilà, donc ça, c'est purement juridique, ce que je vous disais tout à l'heure. L'État reste compétent en Nouvelle-Calédonie en matière de garantie des libertés publiques. La Nouvelle-Calédonie est compétente en matière d'organisation des soins. Un texte qui touche à la bioéthique, un texte législatif voté par les députés métropolitains, n'est applicable en Nouvelle-Calédonie que si, dès l'élaboration du texte, on pense à mettre qu'il est applicable en Nouvelle-Calédonie. On parle d'applicabilité expressément fixée. Donc, si les députés métropolitains oublient de considérer la Nouvelle-Calédonie, et je vous dis ça parce que ça arrive souvent, il faut que l'extension de ces dispositions-là attende le vote d'une ordonnance. Alors, il y a des ordonnances d'extension d'une loi métropolitaine qui arrivent dans un délai très très variable de 2 mois à 5 ans. Pour la petite histoire, la loi de bioéthique de 2004 a été étendue à la Nouvelle-Calédonie par une ordonnance de 2008, de décembre 2008. Donc il a fallu 5 ans pour que l'État nous étende les textes, notamment sur la greffe d'organes. Et ce qui a retardé la mise en œuvre du projet calédonien de prélèvement d'organes et de greffe de tissus, ça a été parce qu'on n'avait pas les textes pour le faire. Donc, en matière de fin de vie, c'est la loi Claeys-Leonetti et les lois qui l'ont précédée qui sont applicables. Avec une possibilité d'adaptation, il y a un aller-retour entre l'État français et le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou le Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Je ne sais pas si je vous parle un peu hébreu, mais il y a des dispositions législatives, c'est la loi, il y a des dispositions réglementaires, c'est les décrets ou les arrêtés. Lorsque c'est étendu en Nouvelle-Calédonie, la loi est proposée au Congrès de la Nouvelle-Calédonie et le Congrès a quelque temps, généralement entre 15 jours et 1 mois,
pour valider ou non la rédaction que l'État nous en a faite. Donc ça laisse très très peu de temps. Quand on regarde le rythme de réunion des membres du Congrès et que l'on reçoit un texte et on doit avoir la réponse du Congrès sur l'adaptation de ce texte-là dans un délai de 15 jours à 1 mois, et bien souvent, on ne peut pas émettre un avis. Voilà. Au niveau réglementaire, un décret réglementaire de l'État est soumis à l'approbation du gouvernement. Donc là, c'est relativement plus rapide. Bon, là, en fait, on en a déjà parlé. C'est l'évolution juridique des dispositions qui entourent la fin de vie. Donc, ça a commencé en 1999 avec la définition de soins palliatifs et avec la filière de soins palliatifs que je vous ai un petit peu présentée. La filière qui commence par des soins à domicile, une équipe mobile de soins palliatifs, des lits identifiés de soins palliatifs et le Graal, une unité de soins palliatifs dédiée dans un hôpital. Ensuite, la loi dite Kouchner de 2002 a donné beaucoup de droits au niveau des patients et a été la première loi à parler de limitation ou d'arrêt des traitements si le patient les refuse. Et c'est la loi Kouchner qui a intégré la désignation d'une personne de confiance. Bon, en fait, ce que je voulais vous dire aussi par là, c'est que les lois de bioéthique successives ont été alimentées par des situations particulières de patients qui ont fait couler beaucoup d'encre et qui en font encore couler, comme l'affaire Imbert, on pourra en parler tout à l'heure, si vous voulez. Donc, la loi de 2005, on en a déjà parlé, donc, a été plus loin en définissant ce qu'on entend par l'obstination déraisonnable, en définissant une procédure collégiale pour que ce soit un collège de médecins qui puisse établir une décision et non pas un médecin seul. Mais on en a déjà parlé, et parle de directives anticipées, c'est-à-dire à donner plus d'autonomie aux patients et à atténuer la responsabilité du médecin. Avant, c'était le rôle d'un médecin unique, tout seul dans son coin, qui devait prendre la décision pour décider pour le patient. Voilà, donc c'est un premier pas. Ça condamne toujours l'euthanasie active. Ça donne le droit de laisser mourir. Mais la loi est imparfaite, elle a été relativement mal connue, elle est imprécise, elle est incomprise. Alors il y a différentes affaires. Bon, Bonne Maison, je pense que vous en avez entendu parler, c'est un médecin, un urgentiste d'un hôpital d'Occitanie qui s'est permis de décider sans directives anticipées et sans les procédures de la loi. Bref, donc toutes ces affaires-là ont alimenté la réflexion, notamment au niveau du Comité national d'éthique, qui a été à l'origine de l'actualisation de la loi dite Leonetti-Claes, qui est sortie en février 2016 et pour un coup qui a été d'emblée applicable à la Nouvelle-Calédonie, aux grandes dames de certains Calédoniens. Mais là, pour le coup, c'est une possibilité qui est offerte aux députés métropolitains. Il y a des députés calédoniens qui font partie d'ailleurs de l'Assemblée nationale métropolitaine. Donc la loi a été d'emblée étendue à la Nouvelle-Calédonie. Et le décret d'application, date d'août 2016, a été aussi d'emblée étendu. Son apport, on vous l'a déjà dit, donc droit à une fin de vie digne et accompagnée du meilleur apaisement possible de la souffrance, droit de recevoir des traitements et des soins pour soulager la souffrance, nutrition et hydratation artificielle peuvent être arrêtées ou limitées au nom de l'oxydation déraisonnable, droit à la sédation profonde et continue provoquant une altération de la conscience maintenue jusqu'au décès, et les directives anticipées opposables aux médecins, sauf si elles ne sont non conformes ou si elles sont jugées inappropriées. On va voir tout ça ensuite. Alors, directives anticipées, un petit rappel, ça a déjà été dit, toute personne majeure peut les rédiger, c'est l'expression de la volonté du patient sur les conditions de poursuite, de limitation, d'arrêt ou de refus de traitement.
Elles sont opposables au médecin, sauf, alors il y a toujours des sauf, si elles sont jugées manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale particulière, et le refus d'application des directives anticipées est subordonné au respect d'une procédure collégiale qu'on va voir tout à l'heure. Elles sont évidemment révisables et révocables à tout moment et par tout moyen. Alors, il y a le texte métropolitain, le décret métropolitain joint en annexe du décret des modèles qui sont proposés. Ce n'est pas un modèle obligatoirement rempli au titre des directives anticipées, mais le décret fixe des modèles, propose des modèles. Le médecin est tenu de les respecter, sauf, alors c'est les sauf dont je vous parlais tout à l'heure, si lors d'une urgence vitale, il y a une nécessité pour réévaluer la situation médicale du patient, ou si elles apparaissent manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale. À ce moment-là, le médecin ne peut pas ne pas les respecter, sauf s'il respecte une procédure collégiale pour décider du refus d'application des directives anticipées, et à condition qu'il en informe la personne de confiance, ou à défaut la famille, ou à défaut les proches. La désignation de la personne de confiance n'est pas une obligation, mais une possibilité. Une personne désignée par un patient majeur, c'est une personne majeure qui doit être désignée par un patient majeur. Ça peut être un parent, un proche, ou son médecin traitant. C'est une personne qui est informée ou consultée si le patient est hors d'état d'exprimer sa volonté et qui reçoit l'information nécessaire, sauf en cas d'urgence ou impossibilité de la rencontrer. Le témoignage de la personne de confiance prévaut sur celui de la famille ou du proche, qui n'est pas la personne de confiance. C'est une désignation par écrit et qui doit être co-signée par le patient et par la personne de confiance désignée. La désignation, elle est évidemment révocable et révisable à tout moment. La désignation doit être claire, donc avec nom, prénom, adresse du domicile. Et évidemment, il faut qu'on en informe la personne de désigner, cela va de soi. Le texte, la loi Claes-Leonetti, donne une définition de l'obstination déraisonnable. C'est des actes de prévention, d'investigation ou de traitement et de soins qui apparaissent inutiles, disproportionnés ou lorsqu'ils n'ont d'autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, ne doivent pas être mis en œuvre ou poursuivis s'ils résultent d'une obstination déraisonnable, peuvent être suspendus ou ne pas être entrepris. Voilà ce que dit le texte. La nutrition et l'hydratation artificielle peuvent être arrêtées. La nutrition et l'hydratation sont considérées comme des traitements et donc peuvent être interrompus de la même manière que tout autre traitement. La sédation profonde et continue, alors ça c'est une avancée majeure de la nouvelle loi, associée à une analgésie et à l'arrêt de l'ensemble des traitements de maintien en vie. Elle doit être mise en œuvre à l'issue d'une procédure collégiale, à la demande du patient, avec deux conditions, ou une souffrance réfractaire au traitement avec une affectation grave et incurable et un pronostic vital qui est engagé à court terme, ou une affectation grave et incurable, un refus pour laquelle le refus de soins entraînerait un pronostic vital à court terme et une souffrance insupportable. Donc ça, ce sont des conditions que les médecins qui sont en charge d'un patient dans cette situation-là devront valider, contrôler, pour que l'on puisse respecter la procédure. Si le patient n'est pas en état d'exprimer sa volonté, suite à un arrêt de traitement décidé par le médecin, car obstination déraisonnable. Donc si le patient n'est pas en état d'exprimer sa volonté, on en a parlé tout à l'heure, on va se référer aux directives anticipées s'il y en a eu qui ont été rédigées, ou on va demander à la personne de confiance si une personne de confiance a été désignée, ou à la famille ou aux proches. Et souvent, on n'a rien de tout ça. Bon, là, c'est un petit peu le schéma pour résumer les pages de texte qui définit la procédure des sédations profondes et continues jusqu'au décès. Donc, lorsqu'on a une personne qui est en fin de vie et lorsque l'on peut valider qu'on est dans une obstination déraisonnable,
où le patient est en état d'exprimer sa volonté. À ce moment-là, il décide de limiter ou d'arrêter les soins et il décide d'une sédation à la demande du patient. Il faut quand même respecter une procédure collégiale. Si le patient n'est pas en état d'exprimer sa volonté, on regarde s'il y a des directives anticipées. Il y en a, tant mieux, on les respecte, sauf si on est dans les exceptions pour les respecter. S'il n'y a pas de directives anticipées, on regarde s'il y a une personne de confiance. Ensuite, on se retrouve en dernière ligne. Il y a la procédure collégiale avec le témoignage d'une personne de confiance ou des proches pour la sédation profonde et continue et pour la limitation ou l'arrêt du traitement. Si les directives sont inappropriées ou non conformes, ça doit être validé également par une procédure collégiale avec le témoignage des mêmes personnes. S'il n'y a pas de directives anticipées, s'il y a des directives anticipées mais qu'elles sont jugées appropriées ou conformes, il y a une procédure collégiale sans avoir besoin d'un témoignage des proches. C'est un peu compliqué, mais enfin c'est juste un petit résumé pour qu'on y voit plus clair. Alors bon, tout ça, ce que je vous disais tout à l'heure, on est dépendant de l'État français pour tout ce qui touche au texte de bioéthique, mais l'État français ne peut pas aller dans le champ de la compétence calédonienne. Donc quand on arrive sur l'organisation pratique des soins, l'État français ne dit rien, ou il botte en touche en disant, par exemple, à la dernière ligne, le lieu de réalisation de la sédation, le législateur métropolitain n'a pas voulu aller marcher sur les plates-bandes de la compétence calédonienne, donc il a dit qu'elle peut être réalisée à domicile ou dans un lieu prévu à cet effet par les autorités locales compétentes en matière sanitaire et sociale. Donc lorsque le texte métropolitain fait référence à la compétence calédonienne, il appartient évidemment à la Nouvelle-Calédonie d'élaborer un texte particulier pour mettre en œuvre ces dispositions-là. Donc le projet du texte qui est en cours d'élaboration et pour lequel il y a une concertation avec le réseau, notamment avec le comité d'éthique notamment, c'est de favoriser l'application de la loi Léonie Ticlès sur l'ensemble du territoire. Comment, en informant la population sur les directives anticipées, sur la personne de confiance, en informant et en formant les professionnels de santé sur la limitation ou l'arrêt du traitement et sur la sédation profonde et continue, en organisant la procédure collégiale, en organisant l'offre de soins qui permettent la mise en œuvre de cette sédation profonde et continue. C'est-à-dire un protocole, du matériel, des équipements, quelles sont les conditions requises pour mettre en œuvre une procédure de sédation profonde et continue. Donc on s'est réunis déjà depuis quelques temps, ça a été mis un peu en stand-by depuis quelques mois. On espère finaliser un texte qu'on présenterait au prochain congrès dès qu'un prochain congrès sera constitué, c'est-à-dire dans 3 mois environ. Alors les questions soulevées par l'application locale de ces dispositions un petit peu théoriques. On l'a dit tout à l'heure, il manque des formations en soins palliatifs de médecins d'infirmiers. La disponibilité des vacations de l'équipe de soins palliatifs et la mise en place des astreintes téléphoniques. On verra tout à l'heure, on aimerait bien que l'équipe de soins palliatifs, autant celle du CHT que celle du CHS, puisse jouer un rôle de référence pour les professionnels de santé du territoire, au moins pour les aider à mettre en œuvre la procédure. Le délai d'engagement de la procédure collégiale, dans la mesure où on manque de moyens pour la mettre en œuvre, est-ce que le délai de mise en œuvre de cette procédure-là ne va pas être trop long et comment faire pour l'éviter? Le financement, bon, ça on en parlera peut-être un petit peu, mais c'est pas le plus gros problème, paradoxalement. La dispensation médicamenteuse, on a dit tout à l'heure que la plupart des médicaments même qui sont utilisés dans le cadre de la sédation profonde et continue sont des médicaments de la réserve hospitalière, c'est-à-dire que l'autorisation de mise sur le marché de ces médicaments-là subordonne la prescription à des règles claires, avec souvent des prescriptions faites par certains spécialistes, mais pas par tous les médecins. Ensuite, l'accessibilité aux médicaments à partir d'une pharmacie hospitalière. Donc comment on fait lorsqu'on veut utiliser ces médicaments-là en dehors d'un hôpital?
la tarification des actes de soins palliatifs à domicile. Il n'y a pas de nomenclature spécifique des actes de soins palliatifs. C'est des actes, vous le savez mieux que moi, qui prennent souvent beaucoup de temps, qui nécessitent une fréquence d'intervention quotidienne avec des durées d'intervention relativement longues et qui ne s'adaptent pas à la tarification par les organismes de protection sociale, des actes des infirmiers libéraux par exemple, ou des médecins même. On parle aussi de dossiers partagés et que la réglementation, dont je ne vous ai pas tout raconté, il faudra lire le texte, mais impose la traçabilité de toutes les décisions, donc des résultats de cette procédure collégiale et de la mise en œuvre du protocole, donc la traçabilité sur quel support, donc ça repose le gros débat du dossier médical informatisé. La difficulté d'inclure juridiquement la participation de la famille et du patient à la procédure collégiale, parce que la procédure collégiale, telle que le texte est rédigé, n'impose pas toujours l'avis des proches ou de la famille. Bon, et ensuite, ce qui est relativement plus simple, la communication auprès du grand public, comment, sur quel support, etc. Et la conservation des directives anticipées, à partir du moment où on plaide pour que les patients rédigent le plus tôt possible dans leur vie des directives anticipées, il faut qu'on ait l'assurance que lorsqu'on en a besoin, on les retrouve. Donc, sur quel support pratique est-ce qu'on les range? Est-ce qu'on les range dans un dossier médical? Est-ce que tous les patients ont un dossier médical? Est-ce que tous les patients ont un carnet de santé? Donc certains, oui. Quand ils sont en longue maladie, ils en ont un, il y a le carnet vert. Quand ils ne le sont pas, c'est pas certain. En province, il n'y a pas de longue maladie, donc ils n'ont pas de carnet du tout, etc., etc. Donc on s'est interrogé un petit peu sur toutes ces questions-là. Et je vais vous expliquer rapidement ce que l'on en a déduit. Pour les directives anticipées, donc là vous avez le cadre réglementaire qui nous est imposé dans la colonne de gauche et les propositions du groupe de travail qu'on a réuni à quelques reprises sur la partie droite. Donc en matière de communication, ce qui a été proposé, on en a un exemple déjà avec les flyers et les affiches que le réseau a élaboré, c'est la communication sur les directives anticipées dans les salles d'attente des professionnels de santé, dans les établissements de santé et les établissements médico-sociaux. C'est-à-dire qu'on aimerait bien que dans chaque salle d'attente ou dans les bureaux d'accueil des établissements sanitaires et médico-sociaux, il y ait des affiches et des flyers, mais il y ait surtout quelqu'un qui soit en capacité de pouvoir répondre aux questions qui seraient suscitées par ces flyers et par ces affiches. La conservation, on en parlait tout à l'heure, alors sur quel support est-ce qu'on les conserve? En attendant le serpent de mer du dossier médical informatisé pour tous les Calédoniens, on va se contenter dans un premier temps d'intégrer ces directives anticipées au carnet de santé, au dossier patient, conserver par les patients et s'il y a une personne de confiance, que le double des directives anticipées soit conservé par la personne de confiance, conservé par le médecin traitant, etc. Et qu'il soit facilement, que l'information sur le lieu de conservation de ces directives anticipées soit facilement trouvable par un professionnel de santé type SAMU, urgentis, etc. Ensuite, on a beaucoup discuté sur l'informatisation et sur le regroupement de toutes les directives anticipées de tous les Calédoniens dans un site unique. Et c'est extrêmement compliqué en termes de sécurisation des données, d'autant que maintenant, vous savez peut-être, on est dans la mise en œuvre de ce qu'on appelle le RGPD, le répertoire général de la gestion des données, je crois, enfin je ne me rappelle plus, qui impose des règles extrêmement contraignantes pour tout ce qui est fichier nominatif avec des données d'ordre médical. Donc, à mon avis, on est loin de pouvoir créer un fichier avec le regroupement, par exemple sur format PDF, de toutes les directives anticipées de tous les Calédoniens. On y arrivera peut-être dans un second temps. On est en train de travailler avec les gens du gouvernement sur tout un tas de choses, et notamment sur un hébergement de données de santé de l'ensemble des professionnels de santé qui pourrait se faire, par exemple, à partir de l'équipement qui a été financé à l'hôpital. Mais on n'y est pas encore.
Alors, la question et le texte métropolitain que je vous ai lu tout à l'heure disait que la sédiation profonde et continue pouvait se faire à domicile ou dans tout autre lieu fixé par voie réglementaire par la Nouvelle-Calédonie. Donc, dans quel lieu est-ce qu'on peut donner aux gens une liste de lieux où on peut pratiquer cette sédation profonde et continue? Chemin faisant, au cours des réunions de notre groupe de travail, on s'est dit que plutôt que de faire une liste de lieux, il fallait que l'on fixe des conditions minimales qu'il faut respecter pour mettre en place ce type de procédure-là. Et lorsque ces conditions sont réunies, et au moment où elles le sont, à ce moment-là, le lieu où elles sont réunies devient un lieu où on peut mettre en place cette procédure-là. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, parce qu'on aura vraisemblablement des endroits où les conditions ne seront réunies que de temps en temps. Et donc, c'est au moment de ces temps en temps-là que l'on pourra mettre en œuvre cette procédure, mais quand les conditions ne seront plus réunies, alors on ne pourra plus le faire. Donc, c'est la difficulté pour faire une liste de lieux où pourrait être mise en œuvre cette procédure-là. Plutôt qu'une liste de lieux, ce que l'on proposera, c'est de fixer une liste de conditions et de dire que dès lors que ces conditions sont réunies, on peut faire cette procédure. Alors, il faut donc qu'on réfléchisse aux conditions minimales en termes de matériel, en termes de personnel, en termes de qualification du personnel et en termes de formation de ce personnel-là, et en termes de médicaments. La procédure collégiale, que je vous rappelle, qui est une obligation avant toute mise en œuvre de procédures de sédation profonde et continue. Cette procédure collégiale a un cadre réglementaire qui est à gauche. Elle impose les membres présents de l'équipe de soins, si elle existe, et l'avis motivé d'au moins un médecin appelé en qualité de consultant, sans lien hiérarchique avec le médecin en charge du patient. Et si utilité, avis d'un deuxième médecin consultant. Donc, nous, il a bien fallu qu'on essaye de traduire ça dans un contexte calédonien où on est souvent dans beaucoup d'endroits en situation de désert sanitaire ou de manque d'effectifs de professionnels de santé. Donc, on s'est dit que la procédure collégiale, elle va être demandée de façon par une équipe de soins, au moins par un médecin. Donc, ce médecin-là, avec une infirmière, peuvent la déclencher. Et que le médecin dit neutre, qui serait un médecin consultant réglementairement obligatoire, serait un médecin formé. On estime que sur 2 médecins et une infirmière, il faudrait au moins que l'un des 2 médecins soit formé. Alors, on ne parle pas de formation universitaire labellisée, qualifiante, on parle de formation que pourrait prodiguer le réseau de soins palliatifs au bénéfice de personnes volontaires pour y participer. Et ces personnes-là, dans le meilleur des cas, pourraient être maillées territorialement pour que dans chaque commune du territoire, dans un avenir, on l'espère proche, il y ait quelqu'un-là qui puisse jouer ce rôle de médecin neutre consultant. On s'est beaucoup crêpé le chignon aussi avec notre groupe de travail sur est-ce que cette réunion de ce collège devait être physiquement organisée ou est-ce qu'on pouvait passer par une modalité virtuelle, par une télé-réunion, une téléconférence, voire même des appels téléphoniques. C'est-à-dire que la réunion d'au moins 3 personnes, 2 médecins dont un formé plus une infirmière, est-ce que l'on impose qu'elles se réunissent physiquement ou est-ce qu'on tolère qu'elles puissent se faire par téléphone, par visioconférence d'abord et au pire par téléphone. Donc on s'est beaucoup crêpé le chignon. Si on estime qu'on impose une réunion physique, ça veut dire que ça peut se passer que dans le Grand Nouméa. Si on estime qu'il faut en mettre partout et qu'on n'a qu'à en faire partout par téléphone, on aura une moindre qualité. Donc on a beaucoup discuté, c'était toujours pareil. On a estimé que la réunion physique était bien sûr préférable lorsque c'est faisable, donc lorsque les ressources sont mobilisables, et qu'on passerait à la télé-expertise sinon, et que le médecin consultant spécialisé, formé au moins, pourrait, au moins dans un premier temps, tant qu'on n'a pas un maillage territorial de gens formés par le réseau,
être les médecins de l'équipe mobile de soins palliatifs. Voilà. Il y a déjà plusieurs référents qui ont été identifiés. Vous avez parlé tout à l'heure, Chantal vous a listé les endroits où il y avait déjà une offre médicale de soins palliatifs qui repose sur des personnes formées ou qualifiées. Donc il y en a maintenant sur Coné, Coumac, Poindimier, etc. etc. On a eu la liste tout à l'heure. Donc dans les endroits où ces gens-là exercent, ces gens-là, ils joueront le rôle de médecins dits neutres consultants. À l'issue de la procédure collégiale, il y a une obligation de motiver, une obligation d'informer le patient et la personne de confiance, une inscription et une traçabilité de tout ça. Donc il faut une traçabilité de l'effectivité de la réunion du collège. Il y a une obligation de traçabilité de la décision motivée de ce collège-là. Il y a une obligation de traçabilité de l'information réelle du patient ou de la personne de confiance. Donc ça fait beaucoup de choses à faire. Voilà, donc voilà, il faut qu'on retrouve à tout ça dans un dossier médical d'une personne qui a bénéficié d'une procédure de stérilisation profonde et continue. Et ce que l'on a imaginé, nous, c'est que à partir du moment où on estime que dans un premier temps au moins, la personne qualifiée pourrait être le médecin de l'équipe mobile de soins palliatifs du CHT, qui téléphoniquement serait joint par un médecin, pourquoi pas de brousse, qui ne sera pas forcément rodé à l'utilisation des médicaments requis. On estime que la décision ne doit pas se satisfaire de la décision en termes d'éthique, mais qu'elle doit aussi joindre le protocole précis de soins, en adaptant le protocole à la situation particulière de chaque patient. Donc dans la rédaction, il y aura évidemment tout ce qui est obligatoire, une trace de la réalisation de la procédure collégiale, une trace de la décision, une trace de l'information, et il y aura aussi le protocole rédigé. Alors, en termes de réalisation pratique de l'acte, par contre, il n'y a pas de cadre réglementaire. Donc, il y a différents protocoles qui utilisent différents médicaments, mais qui posent des questions au niveau de la Nouvelle-Calédonie, où on n'a pas la même variété de structures sanitaires qu'en métropole. On n'a notamment pas d'hospitalisation à domicile, on l'a vu tout à l'heure, on aimerait bien d'ailleurs qui en est. C'est une volonté au moins de l'ADAS pour qu'on puisse ouvrir des unités d'hospitalisation à domicile qui réglerait au moins le problème de l'équipement, du médicament et de la prise en charge financière. Comme on n'a pas ça, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, on a rencontré les représentants des provinces, au moins de 2 sur 3, qui sont tout à fait d'accord pour la mettre en place dans leurs centres de santé, leurs centres médico-sociaux, qui ont, par l'intermédiaire de la pharmacie à usage intérieur de la province, un accès dans tous les centres de santé médico-sociaux aux médicaments requis, notamment à l'Hypnovel, qui a doté tous ces centres médico-sociaux des pompes, des pouces-seringues, oui, c'est vrai, des pouces-seringues, pas de pompe. Voilà, donc il suffirait de pas grand-chose en matière d'équipement et de médicaments. Dans la plupart des centres médico-sociaux, il faut qu'on valide ça avec la province sud qui n'est pas souvent à nos réunions, mais je pense que ça ne devrait pas poser de problème. Dans les hôpitaux, évidemment, ça ne pose pas de souci, y compris sur les 3 sites maintenant du centre hospitalier du Nord, Coumac, Poindimier et Coné depuis quelques mois, il y a des médecins, il y a des équipements, il y a les médicaments, etc. Ce qui pose beaucoup plus de problèmes, par contre, c'est à domicile, lorsque à domicile pour des gens qui sont ressortissants CAFA et pour les gens qui sont ressortissants de médical, sachant que dans les deux cas, il y a des problèmes particuliers qui se posent, qui ont été rappelés tout à l'heure, les ressortissants de l'aide médicale dans certains endroits n'ayant pas d'infirmière libérale conventionnée par la province de rattachement, donc ont l'obligation, lorsqu'ils ont des soins infirmiers, de les faire au dispensaire. Donc, ce qui limite la possibilité de prise en charge à domicile. Voilà, donc, les propositions aussi, c'est qu'il
faut une présence du médecin pendant la phase d'interruption du traitement. Donc, ça veut dire donc, une présence relativement longue, selon les doses, par exemple, Chantal parlait ça, mais selon le rythme de la dose requise, c'est du temps. C'est du temps passé par le médecin, c'est du temps aussi passé par l'infirmière, d'autant qu'à l'infirmière, on lui demande de venir régulièrement surveiller. Et donc, ça pose des problèmes. La prise en charge financière à domicile, on n'a pas encore de réponse. On a déjà rencontré les services à la CAFAT, il faut qu'on y retourne. On aurait bien voulu qu'ils fassent le point sur les dépenses qui remboursent déjà pour les gens qui sont en soins palliatifs. Donc, il y avait une étude qui devait être menée, ça fait un an et demi, et la personne qui s'en chargeait est partie. On va essayer de lancer tout ça, pour essayer de faire en sorte qu'on crée un risque particulier, on crée un forfait particulier. Voilà, donc ça rappelle le schéma, mais je ne suis pas certain que du fond de la salle on puisse dire tout ça. La procédure collégiale, la rédaction du protocole et la mise en œuvre du protocole à chaque fois que l'on de gauche subit la réglementation et que l'on de droite, ce qui a été proposé par le groupe de travail. Je vous remercie. Donc voilà, c'est les quelques dernières petites positives. Juste pour dire qu'effectivement, la difficulté de cette sédation profonde et continue, telle que nous la propose la loi et nous demande de la faire la loi Claeys-Leonetti, cette difficulté, c'est de pouvoir l'appliquer sur l'ensemble du territoire. Et c'est pour ça que finalement, on vous a beaucoup parlé de comment ça peut se faire dans les dispensaires, parce qu'on n'a pas le droit à la discrimination. Et cette discrimination, c'est pour lutter contre la discrimination qu'on a essayé de faire des propositions qui fassent que l'ensemble des personnes du territoire qui pourraient demander une sédation profonde et continue puissent y accéder. Ceci étant, soyons clairs, elle est disponible depuis le 13 août 2016 sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie. À domicile, il y en a eu 3 demandes depuis cette période. C'est dire que ça représente aujourd'hui peu de choses, hein, mais ce qui ne veut pas dire qu'on n'y a pas et que l'on ne fait pas de sédation dans d'autres circonstances. Il y a la sédation profonde continue à la demande du patient, et c'est de celle-là finalement que l'on parle beaucoup, mais il y a aussi la demande, il y a aussi la sédation éventuellement proportionnée, éventuellement définitive, que l'on va faire chez des patients qui présentent un symptôme réfractaire, comme on l'a fait depuis la nuit des temps, chez un malade qui souffre, et comme ça nous a été autorisé par la loi Leonetti. Hein, donc, ces sédations sont, hein, et ça c'était la loi Leonetti avec ses recommandations faites par l'HAS en 2009 et qui nous la donnait dans les circonstances qui sont celles du domicile, celles de la gériatrie, etc. Un tout petit mot pour revenir, et on n'y a pas pensé quand on a fait le groupe de travail récemment, hein, la dernière mouture du groupe de travail, un gros problème avec les EHPAD, hein, parce que les EHPAD n'ont pas de pousse-seringue, les EHPAD n'ont plus de recours aux sociétés, hein, aux prestataires pour notamment mettre des pompes à domicile. Et donc pour les EHPAD, d'une manière qui sont le domicile des patients, on aura beaucoup de mal, et ce d'autant plus qu'il n'y aura pas d'infirmiers, notamment la nuit. Donc ça, hein, on repasse là-dessus. Donc, bientôt, on va pouvoir tout mettre en place. Je voudrais revenir sur la sédation, hein, surtout la sédation profonde, continue, maintenue jusqu'au décès. À l'hôpital, il n'y a pas de problème pour faire une sédation devant un symptôme réfractaire. Pour des raisons de temps, depuis 30 ans, 40 ans, c'est des choses qui se font. Et quand une sédation est non pas imposée, mais vient de la part du médecin, devant un malade qui souffre, cette sédation, elle est appliquée sans aucune difficulté. En revanche, quand la sédation est à la demande d'un patient
eh bien là, on a beaucoup de réticences. C'est comme ça. Il y a une évolution. On a 30 ans, 40 ans, enfin des siècles de médecins qui décident et brutalement, ça va être un malade qui choisit. Et ça, c'est difficile à accepter par les soignants. Autant les soignants d'origine métropolitaine sont dans cette acceptation, autant les soignants du territoire, et a fortiori les soignants qui sont des Océaniens, ont un ressenti compliqué et nous disent, vous êtes là, vous allez tuer les malades avec votre sédation profonde et continue. Donc vous faites de l'euthanasie avec cette sédation profonde et continue. Donc je pense qu'il faut absolument qu'on forme les soignants, qu'on les mette dans des situations où ils se rendent compte de ce qu'est la souffrance d'un patient et où ils se rendent compte qu'eux-mêmes, dans une même situation, pourraient aussi choisir de demander une sédation profonde et continue. Ce qui est sûr aussi, c'est que autant il est facile ou plus facile de répondre à une souffrance physique, autant la souffrance morale, le malade qui ne peut plus supporter l'état dans lequel il est, le patient qui en a assez de la vie, qui est une vie de souffrance ou qui est une vie d'inconfort, qui est une vie de renoncement, qui est une vie de difficulté et qui ne veut plus de cette vie-là, eh bien là encore, c'est très très difficile. Ceci étant, moi, de manière très récente, on a eu des soignants qui, ayant entendu un malade dire « je ne veux plus de mon cancer, je ne veux plus de cette vie avec ce cancer », un vieux monsieur, des soignants qui ont eux-mêmes provoqué la réunion de concertation pluridisciplinaire et des soignants océaniens et qui ont fait cheminer tout le groupe en vue d'accepter que ce patient qu'on puisse répondre à sa demande, qu'il ne formulait pas comme une demande de sédation profonde, mais qu'il exprimait comme un ras-le-bol et une impossibilité de continuer à vivre. Donc, les choses ont pu se faire à l'hôpital sur un mode qui était pas tout à fait... qui était entre les deux, sédation à la demande du patient, non, sédation devant le fait que l'équipe se trouvait sur un ras-le-bol profond et qu'on a accédé à cette demande du patient. Donc à domicile, eh bien, la difficulté, on l'a vu, ça sera de faire cette réunion de concertation pluridisciplinaire. Ça va être le temps imposé au médecin et surtout à l'infirmier. Le temps de la sédation, mais ce temps de sédation, il n'y a pas que le temps de vérifier que le malade dort, etc. Derrière, il y a toute une famille qui est dans l'interrogation préalable, l'interrogation tout au long de cette sédation. Et donc là, c'est aussi un temps très très important. La rémunération, et puis donc on l'a vu, le droit de disposer des médicaments spécifiques. Donc, ce que propose, quoi de neuf en Calédonie, c'était notre proposition de départ, c'est de faire des formations d'abord pour les médecins, parce que vous l'avez vu, les infirmiers ont déjà quand même été formés, pour vous permettre d'effectuer cette sédation profonde et continue, mais aussi pour vous permettre de répondre aux situations d'inconfort majeur des patients qui, devant des symptômes réfractaires, nécessitent une sédation, et bien que maintenant les médecins du territoire puissent prendre en charge ces malades avec les formations. Donc on souhaitait pouvoir vous proposer une formation qui serait, pour ceux qui ne sont pas venus aujourd'hui, la reprise des lois de fin de vie, la mise en situation clinique pour bien se rendre compte de ce que c'est qu'une sédation profonde continue, avec une différence entre une sédation profonde devant un symptôme réfractaire, une sédation à la demande d'un patient, une sédation qui peut être réversible, une sédation qui est réversible profonde. Enfin, tout ça, c'est pas très compliqué. Et puis, l'usage des médicaments de la réserve hospitalière, l'Hypnovel, mais je pense qu'il faut qu'on puisse, puisqu'on fera la sédation, le faire aussi pour l'oxynorme, pour la kétamine, pour ces médicaments dont vous pouvez avoir l'usage, et puis que vous puissiez avoir les modalités de sédation. Il est évident que, par exemple, l'Hypnovel, vous ne mettrez pas la même dose d'Hypnovel chez un malade qui a ou non
une insuffisance hépatocellulaire, que vous vous poserez des questions, hein, et que cette formation vous permettra, et je pense, Michel a dit qu'il faudrait un arrêté, hein, pour permettre que les médecins qui ont participé à cette formation puissent dès lors bénéficier des médicaments. Je pense que les sociétés de services pourront aller leur apporter, qu'il y aura, je sais pas, un tampon, un truc qui permettra de répertorier les médecins, hein, que vous auriez sur votre ordonnance, qui permettra de vous répertorier en tant que médecin capable d'utiliser ces médicaments de la réserve hospitalière. C'est déjà le cas, hein, pour les médecins de dispensaire, donc je pense que ça peut être une avancée, à la fois pour la sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès, mais aussi pour toutes les situations où vous avez à utiliser ces médicaments où ça peut être compliqué. Voilà. C'est donc la dernière diapo. Je vous remercie de nous avoir écoutés pendant tout ce temps. J'espère qu'on va pouvoir progresser à la fois dans les soins palliatifs à domicile, à la fois dans les réponses aux demandes des patients. Vous avez ici, pour les médecins qui sont là, à la fois des affiches à mettre dans votre cabinet et des flyers aussi. On pense que les flyers, c'est important. Le malade qui vient à votre consultation, il repart avec un flyer. Et puis, c'est ce que j'ai dit l'autre jour, on va comme ça en parler tous les Noëls. Hein. Tous les Noëls, les gens diront « Alors, t'as pensé à qu'est-ce que tu voulais pour la fin de vie ?» puisqu'on est en famille et qu'on va pouvoir en dire un tout petit mot. Bon, trêve de plaisanterie, je pense que c'est important, hein, qu'on puisse à l'avenir passer. Peut-être que cette année, on va être là-dedans, et puis que l'année prochaine, on pourra véritablement parler de directives anticipées et qu'on pourra véritablement progresser, hein, dans l'approche d'une fin de vie où les patients pourront nous dire, à nous les médecins, ce qu'ils souhaitent et ce dont ils ont envie, et qu'on puisse le respecter jusqu'au bout. Merci beaucoup.